Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live dédié aux spécialisations à l'école Émile Cole. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans des conditions un peu particulières, mais voilà, dans le respect des gestes barrières liés à la situation sanitaire. On est présent dans le hall central de l'école Émile Cole, qui est une école de dessin spécialisée depuis 1984 dans les arts graphiques, multimédia, animation. Avec moi ce soir, donc Isabelle Châtelard, qui est illustratrice jeunesse, diplômée de l'école Émile Cole, voilà, depuis en 1980, c'était hier, 1992, voilà, qui intervient en troisième année, également en quatrième année et cinquième année en édition. Donc on va pouvoir discuter avec elle sur cette spécialisation. Juste à côté, Florian Touret, qui est également diplômé de l'école Émile Cole 2005, et oui. Et justement, voilà, et qui intervient aujourd'hui en tant que professeur de suivi en cinquième année cinéma d'animation. Il est réalisateur également chez Caribara Studio, il pourra dire un petit mot si tu veux tout à l'heure. Marc Dutriez, également professeur, également diplômé de l'école Émile Cole. Vous allez me dire, mais il n'y a que des diplômés autour de cette table. Je vais vous répondre oui, à part moi. Et moi, je suis, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de m'appeler Antoine Rivière. 19 pour moi, pour la promotion. Ah, 99, c'est vrai, c'est bien ça. Donc on a vraiment toutes les générations. La première et la milieu et les récentes. Et donc Marc intervient en professeur de suivi, il intervient en cinquième année, en 3D également. Voilà, et les réalisateurs de jeux vidéo, notamment. Directeur artistique également, je crois. Émeric Hayes-Narbonne qui est à côté, qui est directeur, bonsoir Émeric, directeur pédagogique de l'école, également diplômé. Ben voilà, 99, et qui est donc aujourd'hui directeur pédagogique de l'école et qui a la grande responsabilité de maintenir effectivement l'aspect pédagogique qui tient à cœur, qui nous tient à cœur. Et moi je suis Antoine Rivière, je suis directeur de l'école, je suis le seul à pas être diplômé de cette école, mais c'est pas grave, on va quand même faire avec, hein, si vous m'en voulez pas. L'idée du live aujourd'hui, eh bien, c'est donc d'aborder ces différentes spécialisations que l'école propose. On avait eu déjà une journée porte ouverte virtuelle il y a quelques temps, c'était en novembre de l'année dernière. Et comme en novembre de l'année dernière, ce que je vous propose, c'est qu'on retire le masque, puisqu'on a respecté les gestes barrières et que c'est quand même plus agréable et audible dans ce type de manifestation. Voilà. Ça fait du bien. Émeric, est-ce que peut-être tu peux commencer par présenter, je dirais, les nouvelles spécialisations, pourquoi on est passé d'une formule de 4 ans à une formule de 5 ans, introduire justement les grands enjeux de cette nouveauté, et ensuite on aura un débat qui s'articulera autour des spécificités de ces formations. Ok, eh ben, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur YouTube. Donc l'école propose plusieurs parcours de formation et celui qui nous occupe ce soir, c'est la formation de spécialisation. Donc il y a 3 grands domaines de spécialisation qui existent à l'école en 2 ans, qui se font après 3 ans d'études en dessin, alors à l'école ou pas à l'école, puisqu'on peut rentrer en 4e et 5e année à l'école en ayant un parcours ailleurs, mais il faut un diplôme ou un titre reconnu en art de 3 ans pour pouvoir postuler. Et on va pouvoir choisir dans ces 2 années de spécialisation 3 grands domaines qui en réalité sont des domaines qu'on enseigne à l'école depuis le début, depuis le tout début ou quasiment, mais les choses n'étaient peut-être pas organisé de cette manière. En tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, il y avait une seule formation et que les spécialisations n'étaient pas nécessairement organisées, séparées. Elles le sont devenues après pour des questions de métier, pour des questions d'évolution des métiers et des techniques, dont on va parler un petit peu ce soir. Mais au départ, c'est la même formation et c'est important, on a essayé de garder ça. Parce que même s'il y a 3 spécialisations dans cette école, ce n'est pas 3 mondes différents qui ne se côtoient pas et qui n'échangent pas. Et donc, le tronc commun que l'on a dans les premières années de nos cursus,
on ne l'applique pas de la même manière, mais on l'applique quand même en 4e, 5e année. Donc il y a une vraie transversalité, je pense que c'est le point le plus important qu'il faut souligner en introduction de ces 3 spécialités qui sont, le teasing est intense, qui sont l'illustration, la bande dessinée. On va en parler avec Isabelle. Le cinéma d'animation, on va en parler avec Florian et ou Marc, parce que tu as fait aussi un petit peu de choses là-dedans. Et puis le jeu vidéo. Dans tous les cas, de toute façon, on a une transversalité, on a des matières, on a des choses qui sont universelles. Et à commencer par la première, qui est la posture que vont avoir nos étudiants dans cette formation, celle d'un auteur. Qu'il soit réalisateur, qu'il soit auteur, illustrateur, auteur de bande dessinée, qu'il soit réalisateur dans le jeu vidéo, ils sont passés d'un monde, et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble, de dessinateurs praticiens, dans la pratique, dans l'exécution juste, qui n'est pas sans narration non plus, hein, mais qui est quand même assez poussé, à un statut d'artiste, auteur, qui va s'adresser à ses pairs, qui va avoir un rôle social, et qui va échanger avec des équipes que la plupart du temps il va superviser ou elle va superviser. Alors justement, ce serait intéressant, Isabelle, je vais te passer le micro. Toi qui enseignes donc en 3e année, tu enseignes la matière d'illustration narrative, hein, jeunesse, et 4e, 5e année. Peut-être que tu peux juste, avec ton regard de professionnel, d'ancienne étudiante, de professeur depuis un moment maintenant, expliquer en quoi il est important peut-être de franchir le pas du dessinateur praticien et d'aller vers un statut d'auteur, hein, comme disait Émeric. Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, l'école a pour but de former au mieux des professionnels. Ce qui est intéressant peut-être à souligner dans cette école, c'est le fait que les encadrants soient tous des professionnels eux-mêmes. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça met en place pour l'étudiant un travail qui est tout à fait et tout de suite professionnalisant, puisqu'on sait de quoi on parle et qui n'est pas tourné que vers la théorie, en fait. Voilà, donc ça, c'est peut-être le point de départ de l'école. L'autre chose, c'est qu'effectivement, le cursus se fait soit en 3 ans, soit en 5 ans. Quand le cours d'illustration débute, il débute en 3e année et les étudiants qui arrivent de soit prépa, soit première année, puis 2e année et ensuite arrivent en 3e année, sont dans un état en fait de dessin, de représentation. Et nous allons commencer à arrêter le côté représentatif du dessin pour arriver vers le côté interprétatif. Et donc, c'est une phase qui est assez, finalement, peut-être fragile et compliquée pour les étudiants, puisqu'ils ont eu à être, pendant 3 ans, à un enseignement très théorique sur chaque matière pour pouvoir, finalement, entraîner leurs mains et leur esprit techniquement. En 3e année, en illustration, ils vont commencer à rentrer dans leur propre imaginaire et finalement laisser tomber un tout petit peu la technique pour se concentrer sur ce qui les anime sur le plan créatif, puisqu'on estime qu'effectivement, ils ont eu déjà 3 ans de technique. Voilà. Donc ça, c'est le propre finalement de l'illustration. Et c'est aussi, l'illustration est là comme support, justement, pour ouvrir l'imaginaire. Voilà. Donc, à la base, on va commencer l'année avec des textes qui sont finalement assez narratifs pour que l'étudiant construise bien son décor. Et puis, on continuera petit à petit avec des sujets qui seront de plus en plus personnalisés et personnels pour que l'étudiant rentre de plus en plus et qu'on lui fasse comprendre qu'en fait, c'est lui qui va être maître de sa création et surtout, c'est lui qui doit avoir un côté très personnel pour pouvoir créer et dessiner différemment. Voilà. Donc, on a une base commune de technique et après, on individualise la technique. Enfin, et cette base, elle est, en fait, finalement, c'est un socle de dessin académique, plus que théorique, en fait, parce que tu as employé le mot théorique, mais en fait, on aurait peut-être
plutôt dit académique, avec du dessin d'objets, du dessin de plâtre, du modèle vivant. Et effectivement, une fois qu'on a ce socle qui est solide, à ce moment-là, on rentre dans l'univers de chaque étudiant pour développer son monde, pour développer sa spécificité, et ensuite embrayer sur le cursus en 2 ans pour développer son statut d'auteur. Alors justement, quand ils arrivent toi tu les as en 3e, tu les as en 4e, puis en 5e, et puis tu as fait aussi, je crois, des jurys diplômes même, voilà, à l'école. Qu'est-ce qui est frappant entre un étudiant qui sort de 3e et qui finit en 5e année? Alors, en 3e année, ils vont vraiment s'exercer et commencer leur propre création. Mais évidemment, ils vont être encore empreints, ils vont être encore totalement imprégnés de tout ce qui est technique. Et ils vont forcément ne pas être libérés totalement de ça sur le plan académique. Et donc, du coup, ils vont faire encore attention beaucoup à leur technicité. Une fois qu'on arrive en 4e année, on ouvre complètement les possibles. D'abord parce qu'on les invite à participer à des concours à l'extérieur. Et automatiquement, comme Bologne, comme tous les concours internationaux, voilà, auxquels moi j'ai participé de nombreuses fois. Et donc, du coup, effectivement, on leur donne tout notre savoir à l'extérieur, tout notre professionnalisme à l'extérieur, qu'on réinjecte finalement à l'intérieur pour qu'ils perdent finalement moins de temps que nous. Plus on avance et finalement, plus les étudiants gagnent en rapidité, puisque nous, on est passé souvent par les exercices ou par les travaux qu'on leur fait faire. Voilà. Donc, on va les ouvrir avec ces concours à l'extérieur, et puis on va évidemment les inviter à se nourrir au maximum, à se souvenir de qui ils sont. Sartre dit « l'enfance décide », et c'est une phrase qui est souvent employée en 4e année, simplement parce que effectivement, quand on crée bien, c'est qu'on a une matière et qu'on a un terreau à l'intérieur, et on évite forcément de rentrer que dans le côté technique du dessin, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de bien savoir représenter. La fragilité peut être une source énorme de créativité et de création. Et c'est vrai qu'on évite... voilà, le spectre est large, c'est-à-dire qu'il y a des très bons dessinateurs qui vont continuer à très bien dessiner, il en faudra, mais il y a des dessinateurs qui finalement se révéleront pas forcément très bons dessinateurs en 3e année, qui vont accéder à la 4e année parce qu'on sent qu'ils ont un terreau et qu'ils ont une personnalité qui fait qu'ils vont être créatifs. Voilà, donc c'est ça, développer leur sens et leur individualité en 4e année. C'est très clair, c'est très clair. C'est vrai, merci. C'est vrai qu'on est souvent, on constate, nous, qu'en 3 ans, on leur amène, je dirais, l'alphabet du dessin, et qu'ensuite, ils vont décider d'en faire un roman parce qu'ils vont amener la narration, quoi. On prend aussi l'exemple de la musique, on peut prendre l'exemple de plein de choses, mais en tout cas, c'est ça, quoi. C'est un socle technique, académique, et une expression ensuite derrière, sensibilité. Très bien, c'est top. Vous pouvez retrouver toutes les informations d'ailleurs, parce que je pense pas qu'on va trop en parler là, mais pour intégrer l'école sur notre site internet, il faut prendre rendez-vous, ensuite il y a un dossier, etc. Mais c'est pas le but. Mais voilà, je préférais dire qu'il y a des informations disponibles en ligne également, et puis aborder maintenant peut-être un autre point au niveau peut-être de la gestion de temps, de la supervision. Marc, tu voulais peut-être en dire un mot sur ce point-là? Oui, parce que en fait, une des grandes différences entre le cursus initial et le cursus en 2 ans qui suit, il se situe au niveau de l'organisation du temps. En fait, sur le premier cursus, on apprend aux étudiants à aller au bout de leurs idées, de produire avec le maximum de qualité, maximiser l'efficacité de leur production, la qualité de leur rendu, etc. Et une thématique forte qui apparaît dès la 4e année, donc dès le début du 2e cursus, en 2 ans, c'est la question du temps. Combien de temps on va passer à réaliser nos projets,
et ce qui va nous permettre de développer finalement un sens de la gestion de projet chez les étudiants pour leur permettre de se dire, bon, bah, voilà, qu'est-ce que je peux réaliser en un an. Et c'est tout l'objet de la 5e année avec les projets de diplôme. Oui, qui sont réalisés, je te coupe, mais par un étudiant, une étudiante Exactement. dans son média, contrairement à d'autres écoles effectivement où on est dans un groupe et que chacun fait une tâche dans ce groupe. Là, c'est une personne. C'est ça. C'est une personne seule qui va réaliser l'intégralité du projet. Donc c'est intéressant là pour la démarche d'auteur, c'est-à-dire qu'en fait, pour vraiment s'exprimer en tant qu'auteur, c'est important d'être seul face à soi-même, face à son projet, et de le porter tout seul. Donc ça, c'est un des aspects. Ce qui n'empêche pas le cursus de préparer les étudiants également, au travers d'exercices, à travailler en équipe. Il y a plusieurs exercices qui sont menés en 4e année, qui sont transversaux aussi, qui vont croiser plusieurs... peut-être que tu développeras là-dessus, je ne vais peut-être pas y aller sur ce terrain-là, mais effectivement, il y a des travaux en équipe qui permettent d'aborder aussi la gestion des projets en équipe. Et donc, la 4e et la 5e année permettent de développer l'auteur que chaque étudiant doit devenir à l'issue du cursus en 2 ans, doit développer un sens de la gestion du temps pour ensuite pouvoir être un chef de projet et donc diriger et accompagner des équipes. Oui, parce qu'on forme, évidemment, il ne faut pas non plus être... on ne sort pas réalisateur tout de suite au bout de l'école, on n'est pas bête, il faut passer aussi un peu de temps, etc. Mais ces 2 ans, elles doivent être là pour amener l'étudiant ou l'étudiante à se projeter en tant que futur responsable d'équipe, de projet, que ce soit artistique, parfois humain. Alors, je vais peut-être passer la parole à Florian, qui est aussi réalisateur comme toi, mais c'est vrai que dans l'animation, ce sont des choses qui peuvent se retrouver, dans l'édition aussi d'ailleurs. Alors, en effet, je veux juste rebondir rapidement sur ce qu'a dit Marc, parce que c'est important sur le fait que les étudiants, ils font leurs films seuls. Et ça n'a pas de prix en termes de connaissance de ses forces, ses faiblesses, apprendre à avoir une intelligentsia de ce qu'on est capable de faire et d'être malin dans la manière dont on va régler les problèmes et les chemins qu'on va prendre. Comment ? Connaître ses limites. Connaître ses limites, exactement. Et c'est ce qui fait, à mon sens, déjà un bon réalisateur. C'est-à-dire, un bon réalisateur, c'est d'abord quelqu'un qui sait bien s'entourer, qui va recruter la bonne personne, complémentaire, évidemment un bon manager et une personne qui a une vision artistique forte. Et l'école apporte tout ça, en fait, et il se confronte. Alors moi, je suis la 5e année, c'est pour ça que je parle plutôt que la partie film 5e année, mais ils se confrontent vraiment à un test grandeur nature de ce que va être plus tard leur vie professionnelle, parce que pendant leur vie professionnelle, ils vont être confrontés à une exigence qualitative de plus en plus haute, et on le voit les années passant. Il y a beaucoup de projets qui arrivent sur le marché et la différence entre ces projets-là, c'est les projets premium, c'est-à-dire c'est la qualité. Et on voit que la guerre entre HBO Max, Netflix et tous ces nouveaux streamers, on a tout cassé. Non, c'est bon. Tout va bien. Ça continue ? Ouais. Ce sont les aléas du direct. J'ai direct, toujours rêvé de faire cette phrase. Et Et tu vois, et là c'est donc la sonnerie. Ne vous inquiétez pas, on est dans une école. tout va bien. C'est l'heure de la fin des cours. Donc les gens vont sortir. C'est marrant parce que c'est interview au moment où tu prenais la parole et que tu allais parler des problèmes de Netflix, Disney, dis donc. C'est ça, incroyable. Tu Conspiration, peux nous en dire un je peu ne crois plus. pas. Les GAFAM sont là. Donc tout ça pour dire qu'ils vont arriver sur le marché du travail avec des exigences de qualité qui sont énormes et de plus en plus grandes. Et ce qu'on voit, nous, ce qu'on pressent, c'est que ça va être de plus en plus grand. Et du coup, ils vont se confronter évidemment avec ça à des problématiques de quotas, il faut aller plus vite et faire mieux, donc une vraie pas de place à l'improvisation dans la gestion du temps, dans la gestion de la direction artistique, de tous les petits curseurs qui font qu'un projet peut être bien réalisé, bien produit ou pas. Et l'école prépare à ça. L'école les prépare à faire les bons choix, à faire quand on arrive en fin d'année et qu'on est un peu en rush pour finir, peut-être qu'il vaut mieux couper un plan, peut-être qu'il vaut mieux prendre la bonne décision 3 semaines avant la fin plutôt que se retrouver un jour avant le rendu et se dire catastrophe, panique, j'y arriverai pas. Donc tout ça, c'est le grand bain, c'est le petit bain pour l'instant avant d'aller dans le grand bain parce que l'animation, le jeu vidéo et même évidemment l'édition, à un moment il faut gagner sa vie et on doit gérer ce temps-là, le temps qu'on passe à faire les choses et c'est une donnée très très importante que seul un film,
une illustration ou un jeu vidéo fait seul peut permettre. Parce qu'on sait dans d'autres écoles où on a des films qui sont faits à plusieurs. Et je sais que voilà, nous, on recrute, notamment à Caribara, énormément d'étudiants sortis parce que on a des très très bonnes écoles en France et donc on ne se prive pas, on prend les sortants avec grand plaisir. Et parfois, on récupère des gens qui ont fait un super film, mais en vrai, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et donc, ça brouille un peu les cartes et c'est pas évident. Et alors qu'à Émile Coll, on voit un film qui parfois peut-être est perfectible, mais on sait que ce qu'on voit, c'est ce qu'on aura in fine, et on sait comment on va pouvoir travailler avec cet artiste-là pour sortir le meilleur. Et puisque tu as rebondi sur ce que j'avais dit, tu rebondis sur ce que je rebondis sur ce que tu as dit. Dis donc, on rebondit vachement. On rebondit beaucoup. En fait, je voulais juste ajouter, parce qu'on pourrait croire qu'on a la prétention de former que des réalisateurs, or que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans l'animation, on a besoin de tas d'autres profils. Et évidemment qu'on prépare nos étudiants à tous les métiers que peuvent regorger les studios d'animation, les studios de jeux vidéo et le monde de l'illustration, ou de l'édition même. Et ce qui est important, c'est nous, notre posture, c'est de se dire qu'on leur ouvre toutes les portes. On les prépare à être donc des auteurs, on les prépare à être des réalisateurs, on les prépare à embrasser des carrières de gestionnaire d'équipe, de manager, de directeur artistique, etc. Mais après, ce seront aux étudiants de voir s'ils souhaitent se spécialiser dans un domaine précis sans prendre de responsabilité managériale, ou bien de faire le choix d'aller vers une carrière de réalisateur, de directeur artistique, et de porter des équipes, de porter des projets, et vraiment de se positionner jusqu'au bout en tant qu'auteur. Alors justement, je voudrais rebondir. Justement, vous êtes tous les trois profs aussi de suivi. Je sais qu'on va te dire beaucoup rebondir. Je vais arrêter. Mais vous êtes tous les trois profs de suivi. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les conseils que vous donnez à des jeunes, justement, parce qu'ils sont seuls dans la réalisation de l'exercice, mais ils ne sont pas seuls dans l'encadrement? Est-ce que vous avez des exemples, des conseils, est-ce qu'on peut leur rassurer les gens en disant non, vous n'arrivez pas dans un endroit où vous allez être tout seul? C'est pas ça, hein. Alors oui, le conseil, moi le premier conseil que je donne à chaque fois, c'est être sûr de ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que moi je suis réalisateur, quand j'arrive et que je commence à discuter avec eux, à aucun moment je leur dis il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est une discussion ouverte qu'on a ensemble, on échange, on propose des choses, mais il y a un moment, c'est eux les réalisateurs, ils signent leur film et ils prennent la responsabilité artistique, on les accompagne, on les aide à éclore, on les aide à accoucher de cette œuvre-là. Mais le premier conseil, pour moi, c'est vraiment d'aller au bout, parce que là, ils ont la chance, en une année, de faire un court-métrage sur lequel ils sont réalisateurs, animateurs, auteurs, décorateurs, et tous les postes qu'on peut embrasser après, une fois qu'on est dans la vie active. Et juste qu'ils aillent au bout et qu'ils se confrontent un peu à tous ces métiers, et que parce que ça va les aider pour la suite. En effet, à trouver leur voie, donc à se dire moi ce que j'adore c'est le storyboard, moi ce que j'adore c'est le dessin, et surtout ça va les aider, mais là je divague peut-être un peu sur la suite. Donc je vais m'arrêter là, je garde ma phrase pour plus tard. Mais en gros, le conseil, c'est déjà d'aller au bout, parce qu'ils ont la chance, là, cette année, de pouvoir s'exprimer. Et on sait bien que derrière, s'ils veulent faire un autre court-métrage, c'est beaucoup plus compliqué, et que c'est possible, mais l'industrie, c'est un gros mot, mais ça ne l'est pas. Mais en tout cas, l'économie du court-métrage est très compliquée. Il n'y a pas d'argent, c'est très dur de gagner sa vie à faire des courts-métrages, et que cette année-là, ils ont ça pour eux, ils ont une année pour s'éclater, pour tester des choses, pour s'exprimer, et qu'il faut y aller à fond. Donc moi, c'est le premier truc. Après, c'est un accompagnement, il faudrait développer, mais je ne vais pas le faire. J'arrête. Pour moi, le conseil, je vais juste dire qu'entre le côté édition et puis le côté multimédia que vous gérez tous les deux, il y a quand même une différence, c'est que vous avez un travail d'équipe. Nous, nos étudiants qui vont rentrer en édition en 4e et 5e année sont préparés malgré tout à travailler tout seuls. Et ça, il faut qu'ils aient finalement déjà cet état d'esprit. Et
à partir de la 3e année, on le voit. Et c'est vrai que ça va être important de se demander, à partir de la 3e année, si on est quelqu'un qui aime travailler en équipe ou si on est quelqu'un qui est plutôt individualiste et qui aime travailler tout seul. En ce qui concerne l'illustration, il est évident que on va travailler tout seul. Voilà. Donc ça, il y a quand même une vraie différence. Pardon, Émeric veut rebondir. je prends le micro. Je suis d'accord, on travaille tout seul. Je ne suis pas illustrateur. Néanmoins, à l'école, c'est important de le souligner, on les accompagne aussi, les étudiants en édition, à faire des œuvres non fictionnelles. C'est-à-dire qu'on va les aider également à faire un travail de commande. Tu l'avais dit tout à l'heure, mais ils vont rencontrer des équipes, une commune, un hôpital, un établissement dans lequel ils vont se mettre à disposition en fait d'un projet qui n'est pas un projet fictionnel, qui est un projet non fictionnel, dans lequel ils vont aller s'immerger, comprendre les problématiques et créer des œuvres, des bandes dessinées pour expliquer un parcours de soins par exemple à des enfants, puisque c'est des choses qu'ils ont fait, ou le respect de l'environnement, ou le respect de forces de police par exemple dans le cadre des écoles. Ce sont des projets qui ont déjà été portés à l'école, et donc effectivement ils travaillent seuls, mais ils ne travaillent pas isolés. C'est important de souligner. Voilà. Je n'ai pas dit isolé, j'ai dit seul. C'est pour ça. Chaque mot. Je fais le candide et par conséquent je souligne qu'ils travaillent seuls mais pas isolés. Voilà. Non, je voulais simplement dire qu'en fait, quand on est illustrateur, et pas forcément illustrateur jeunesse, illustrateur en général, notre travail de toute façon réside en le fait qu'on le fait d'abord seul et qu'on va le proposer à une équipe. Il n'y a aucun problème. Seul ne veut pas dire isolé. C'est-à-dire que de toute façon, quand la gestation va se faire seule, le travail de la création du personnage, de l'ambiance, du cadrage, etc. va se faire seul. On n'est pas relié et on n'est pas rallié à quelqu'un immédiatement comme en animation ou comme en jeu vidéo. On n'est pas entre deux personnes pour faire un travail global. Voilà. Et même quand on parle des travaux transversaux dont on a oublié de parler, par exemple en 4e année, effectivement, on va prendre tous ces médiums-là différents, c'est-à-dire regrouper des étudiants de édition, regrouper des étudiants de jeux vidéo, d'animation, pour les forcer à se confronter à l'autre et à travailler en équipe. Mais malgré tout, le propre de l'édition, c'est quand même un travail au départ, entre guillemets, qu'on le veuille ou non, un peu solitaire, sauf si c'est à 4 mains. C'est-à-dire que certains vont dessiner et d'autres vont colorier et vont mettre en couleur une bande dessinée que quelqu'un aura simplement linée. Là, oui, c'est un vrai travail d'équipe, mais autrement, en règle générale, voilà. Pour autant, toi, dans ta vie professionnelle, tu travailles aussi beaucoup avec des auteurs sur l'écriture. Il y a quand même déjà une proximité dès l'écriture où tu contribues en fait à la phase de gestation de l'écriture et c'est pas, on te livre pas le truc à illustrer comme ça bêtement et toi tu es derrière, quoi. Totalement. Pour en dire juste 2 mots, effectivement, quand un éditeur va nous mettre en relation avec un auteur. En règle générale, c'est qu'il aura vu que nos 2 travaux peuvent vraiment se marier, entre guillemets. Et effectivement, l'éditeur va être là pour faire le contrepoint et faire la médiation entre les deux. Mais nous avons effectivement un rôle important à tenir, c'est d'écouter l'autre. Et de travailler en bonne entente, quoi, parce que sinon ça ne fait pas un livre et l'illustration et l'image sous le mot, et il ne faut jamais l'oublier. Donc l'auteur va commencer à écrire, mais il va pouvoir moduler selon ce qu'on va devoir nous illustrer derrière. Donc oui, c'est un travail d'équipe, malgré tout. Marc, un petit conseil Oui, alors moi ce que je conseille aux étudiants, c'est d'apprendre à se connaître en 4e et en 5e année. Parce qu'effectivement, tous les étudiants sont différents, mais certains sont doués, très doués, pas très doués en dessin de décor, en dessin de personnages, en composition, en couleur. Certains étudiants sont daltoniens, autant que partout ailleurs d'ailleurs, il y a une proportion de daltoniens, donc pour la couleur pour eux c'est plus compliqué. Forcément, mais apprendre à se connaître aussi en termes d'efficacité de travail. Certains travaillent vite, certains travaillent lentement,
Ceux qui travaillent vite ne sont pas forcément ceux qui travaillent le mieux, mais l'inverse est vrai. Bref, moi-même, je ne les connais pas tous, je les rencontre, et ce que je leur demande, c'est d'apprendre à se connaître eux pour tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Et finalement, un auteur qui réussit, je pense que c'est un auteur qui se connaît quand même déjà pas mal. Qui connaît ses failles. Exactement. Alors, je vais passer peut-être la parole à Aymeric et pour parler un petit peu du séquençage de ces 4e et 5e années, un mot aussi sur les projets de groupe quand même, un petit recul par rapport à ça. On a un peu parlé de la spécificité de ces matières, de ces formations par rapport aux autres écoles, parce qu'il faut aussi que les étudiants ils aient à choisir en fonction de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils veulent faire. Aymeric, peut-être tu parlais un peu de ça Comment ça marche? Exactement. Comment on y arrive? Est-ce qu'il y a du numérique? Est-ce qu'il y a... Voilà. Alors, on va pas rentrer trop dans les détails parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais en gros, il y a 5 séquences. La 4e, 5e année, ce sont 5 séquences. Un premier semestre en 4e année, quelles que soient les options, où les étudiants vont acquérir alors souvent les aspects logiciels, je parle notamment du jeu vidéo, cinéma d'animation, mais également en édition. Il y a une part logicielle très importante, puisqu'il faut savoir qu'en édition, on aborde aussi la question de l'interactivité. Nos étudiants en édition font des œuvres interactives, de l'illustration interactive. Donc ça, c'est, je dirais, le départ. On est sur le renforcement des fondamentaux en dessin. On continue à faire de la sculpture, on continue à faire de la peinture à des proportions qui sont quand même moins importantes que dans le début de cursus parce qu'on se spécialise, on apprend un métier et que les choses ont commencé à converger. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire du dessin, du décor par exemple. Quand on a un cours de décor en jeu vidéo, on ne va pas avoir exactement le même cours qu'en cinéma d'animation parce qu'on ne fait pas exactement la même chose. Donc on reste sur des fondamentaux. Néanmoins, ils sont orientés vers les métiers qui sont préparés. Première séquence de renforcement du dessin, d'apprentissage des techniques, mais aussi de remise à niveau des candidats, des étudiants, du coup devenus étudiants qui viennent de l'extérieur. Alors justement, il y a une question qui était tout à l'heure affichée à l'écran. Peut-on rentrer en 4e, 5e année, 4e année plutôt de l'école en ayant un DNA, un DNMed ou une licence dans une autre école? Tout à fait. Comme il est tout à fait possible de rentrer dans cette formation à condition qu'on ait validé un diplôme ou un titre de niveau 6, donc équivalent Bac+3. Qui soit en art, c'est mieux, parce que si c'est dans un autre métier, ça va être peut-être plus difficile. Et il y a un dossier là-dessus, on mettra le lien sous la vidéo YouTube permettant de voir quelles sont les conditions d'admission et quelles sont les procédures permettant de rentrer dans cette formation. Mais c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. On a des étudiants en proportion non négligeable qui viennent d'autres formations et c'est une richesse qu'on cultive. Je t'en prie. Ouais, non, juste dire qu'effectivement, je rebondis. En 4e année, il n'est pas rare d'avoir des étudiants étrangers qui viennent faire un master à l'école Émile Cole. C'est d'une richesse incomparable parce qu'eux arrivent avec une culture, avec une façon de traiter l'image qui est totalement différente des Coliens qui sont là depuis 4 ans. Et on sent parfois une fragilité chez eux parce qu'ils rentrent dans un moule finalement. Et ça, il ne faut vraiment pas que ces gens-là soient impressionnés. C'est toujours le cas. C'est-à-dire que les premiers mois sont compliqués parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes bases que les gens qui sont là depuis soit la soit la première année. Et c'est vrai qu'on sent un petit peu parfois le désarroi. Et souvent, ces personnes finissent le cursus de master, donc de 5e année, avec un très très beau diplôme et de belles distinctions. Voilà. Ou Cléves, où il y a vraiment des très belles personnes qui émergent. Et ça, c'est quand même important. Et juste dire aussi, simplement, c'est qu'effectivement, ils vont utiliser leur technique différemment selon les médiums qu'on leur propose. Mais ce qu'on leur demande surtout, c'est justement de prendre, si quelqu'un avait utilisé de la gouache ou du pastel ou quoi que ce soit dans le début de son cursus et veut se le réapproprier, c'est aussi ça, devenir personnel. Et c'est aussi ça, créer quelque chose avec des médiums dont les professeurs, avec lesquels ils ont travaillé grâce aux profs de début de cursus, il faut après qu'ils s'en détachent, mais qui prennent à bras le corps n'importe quelle technique qui leur est propre.
Et à aucun moment, nous, on impose une technique, à aucun moment on guide. On est là simplement pour encadrer. C'est bien que tu le soulignes. Parfois, on a des bruits de couloir qui disent que les diplômes sont tous les mêmes. En réalité, les jurys, quand ils viennent, ou même les entreprises, quand elles viennent à notre job dating, soulignent à chaque fois la diversité et l'incroyable variété des travaux. En réalité, il n'y a jamais deux diplômes qui se ressemblent. D'ailleurs, vous pouvez aller sur notre... je sais que je fais du placement de produits, mais c'est mon rôle. Sur notre chaîne YouTube ou sur notre Vimeo. Non, mais au-delà du placement de produits, il y a énormément d'univers et c'est juste pour traduire ce que tu racontes. Maintenant, c'est très important de le souligner, effectivement. Donc ça, c'est cette première séquence, je dirais, d'introduction de ces deux années. La deuxième partie de la 4e année, elle va s'articuler sur les exercices de groupe. Exercices par spécialité, mais également transversaux. C'est-à-dire qu'on va faire travailler des étudiants d'illustration avec des étudiants d'animation, par exemple, justement pour confronter ces univers, pour travailler ensemble, pour les forcer à s'intéresser aussi à d'autres métiers. Comment je travaille avec un illustrateur, c'est pas forcément facile quand on est animateur. Et donc, on va expertiser tout ça. Donc, c'est des travaux de commande, c'est des travaux de groupe. Ce sont des travaux qui sont faits sur plus ou moins longue durée. Ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer un jour ou deux. Ça, c'est Donc, on va en fait explorer un maximum de thématiques, de sujets et de techniques. Donc ça, c'est vraiment la fin de 4e année. Et on va parachever cette 4e année par l'accompagnement et la préparation du projet de diplôme qui va se passer en 5e année. Donc là, on rentre en 5e année, c'est notre 3e séquence. Premier semestre de la 5e année, c'est un semestre de renforcement de certaines techniques un peu avancées, des workshops, mais également la préparation, la pré-production d'un film, la préparation d'un livre, les recherches de direction artistique. Et là, on est pareil, on va explorer tout un tas de techniques. On ne va pas hésiter à faire de la peinture sur verre si on veut. On teste, ça ne marche pas, c'est pas grave. Ces métiers, de la gravure, ces métiers sont des métiers on fonctionne par élimination dans les métiers d'art. C'est-à-dire qu'on multiplie les pistes et on ne garde que le meilleur et on élimine. Et ça, c'est le travail qu'on va faire en début de 5e année, ce travail d'élimination qui peut être un peu dur pour certains, mais nos étudiants sont préparés à ça et du coup, ça ne les dérange pas de refaire un nombre incalculable de fois les mêmes choses. C'est tout à fait normal de tenter. C'est vrai que le terme est plus exact. Et donc ça, c'est la 3e séquence. La 4e séquence de cette 5e année, si tout le monde a suivi, il y a une interro après, c'est le diplôme blanc et la fabrication du projet de diplôme qui se passe entre le mois de juin. Alors vraiment, la fabrication effective. Pardon ? Avec des mini-soutenances. Avec des mini-soutenances. Il y a tout un tas de petits points pédagogiques, rendez-vous pédagogiques et diplôme blanc, évidemment. Ils présentent un diplôme au mois de mai devant un jury qui est composé de 5 personnes. Donc, ils présentent leur projet individuel devant un jury. Ils partent 6 mois en stage, nos étudiants. Donc, entre le mois de juin et le mois de décembre, c'est la dernière séquence. Et reviennent au mois de janvier pour faire une autre soutenance. Alors, la différence entre le mois de mai et le mois de janvier, c'est qu'au mois de mai, on va se focaliser sur le projet. Qu'est-ce qu'ils nous présentent, qu'est-ce qu'elle nous présente. Et au mois de janvier, après 6 mois de stage, l'expérience professionnelle, le recul aussi sur le projet, la maturité. Donc on a quitté un étudiant en mois de mai pour voir un jeune professionnel en janvier. Et jeune professionnel avec vraiment, je dirais, effectif, puisqu'on a plus de 60% de nos étudiants, quand ils viennent au mois de janvier faire leur 2e partie de soutenance, qui sont déjà en poste, qui ont déjà, qui finissent leur mission, qui ont été embauchés là où ils ont été en stage. On en parlera un petit peu après de cet aspect, je dirais, métier, secteur, comment ça se passe aujourd'hui dans ce contexte un peu bizarre, très bizarre même. Je voudrais simplement vous faire une précision sur ce que tu dis au niveau du séquençage. Il faut bien avoir en tête que c'est une formation sur 2 ans. Et que, je dirais, la quintessence de la première année, on la découvre en 5e année. Et donc, des fois, on a des étudiants qui disent « Moi, je ne suis pas venu pour faire du logiciel, et quelque chose comme ça. » Alors, en fait, si ce moment est indispensable pour pouvoir justement aller dans la réalisation et la production. Donc ça, c'est très important. Et peut-être souligner également le volume d'heures d'enseignement qui n'est pas négligeable, comme à Cole, comme d'habitude. On sait que c'est une école exigeante. Parce que le milieu est exigeant et on les forme à une exigence à terme dans le monde professionnel. C'est à peu près 1000 heures, 1100, 1200 parfois même, d'heures d'enseignement par année. Donc ça amène plus de 2000 heures d'enseignement supplémentaire, notamment plus un stage de 6 mois. Plus un stage de 6 mois, donc par rapport à la 3e année.
Donc un étudiant, quand il fait quand il prend la formule complète à l'école, eh bien, il ressort avec environ entre 5000 et 6000 heures d'enseignement, de cours de professionnels qui sont professeurs. Donc c'est pas étonnant justement qu'on ait une insertion forte en fin de 5e année. Est-ce que vous pouvez peut-être dire un petit mot, alors Marc, sur ton secteur dans le jeu vidéo, comment ça s'est passé, comment ça se passe au niveau de l'employabilité, du secteur économique, et puis ensuite un petit mot en illustration. Alors dans le contexte actuel, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu vidéo, c'est un grand épargné de la crise actuelle, parce que c'est l'un des rares domaines culturels qui a continué de croître, et même la croissance s'est accélérée pendant la crise. Les gens étant chez eux, il a bien fallu s'occuper. Et beaucoup se sont occupés en jouant aux jeux vidéo. Donc le jeu vidéo est en essor, malgré le contexte. Il y a... c'était quoi ta seconde question? C'était déjà bien. Non, c'était aussi comment, en termes d'employabilité, donc c'est des grands épargnés et effectivement. Oui. Alors du coup, ce que je peux peut-être dire, c'est que à l'issue du cursus, il y a plein de métiers dans le domaine du jeu vidéo qui s'offrent aux étudiants. Les étudiants peuvent aussi bien embrasser. Alors même la plupart du temps, ils embrassent des métiers qui sont dans le domaine visuel, dans l'industrie du jeu vidéo. Mais il y en a un bon nombre, je vais les énumérer. Mais certains aussi s'orientent vers les domaines dits du game design, qui ressemblent plus à, pour ceux qui ne savent pas comment un jeu vidéo se conçoit, qui concernent plus justement les aspects de conception du jeu en termes de narration, en termes de mise en scène, en termes de règles, en termes de jeu. Et donc, on a des étudiants qui embrassent ces domaines-là, parce qu'ils ont été formés, même si on ne se forme pas spécifiquement au game design, ils ont été formés aussi à raconter des choses. Et un jeu vidéo raconte aujourd'hui beaucoup. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse sur le game design. Après, effectivement, la plupart de nos étudiants vont vers les métiers visuels. Donc on a déjà énuméré tous les métiers à responsabilité, direction artistique, réalisateur, etc. Dans le domaine du jeu vidéo, nos étudiants peuvent être infographistes 3D. Ils vont pouvoir faire des décors de jeux vidéo, ils vont pouvoir faire des personnages de jeux vidéo, ils vont pouvoir faire des accessoires pour le jeu vidéo, ce qu'on appelle des props en anglais, donc tout ce qui va être utilisé de manière générique dans le jeu vidéo. On a l'aspect modélisation, mais on a aussi l'aspect texture, donc tout ce qui va travailler les matériaux dans le jeu vidéo. On a l'aspect concept, donc tous les dessins préparatoires qui permettent de définir ce à quoi vont ressembler les éléments qu'on va produire dans le jeu. On a des level architectes qui vont travailler à l'architecture des lieux qu'on va visiter. On a des étudiants qui vont plus aller vers l'aspect animation, faire bouger les personnages dans un jeu vidéo. Mais oui, tout le domaine de l'application, oui, parce qu'il y a le jeu vidéo, mais après il y a aussi on a le serious game, c'est du jeu, mais c'est pas vraiment du jeu, c'est du jeu adapté au domaine professionnel pour coacher, pour former, etc. Tout le domaine applicatif aussi. Bref, on peut faire du storyboard, on peut faire de la prévise, on peut faire des cinématiques. Bon, il y a du job, quoi. Ouais, il y a du job. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai, nous, on en est convaincus. Parce qu'il y en a d'autres encore. Mais non, mais alors, je vais donc passer la parole. Vas-y, Florian, en cinéma d'animation, tu as à peu près... Ça va être dans la même lancée, parce que c'est vrai que le cinéma d'animation est aussi un grand épargné de la crise sanitaire, clairement, parce qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo en étant chez eux, il y en a d'autres qui regardent la télé ou les Netflix et autres streamers. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup c'est en plein essor, il y a beaucoup de boulot en ce moment. Nous, au sein de Caribara, on a une belle visibilité, comme on a rarement eu en termes de fabrication de séries d'animation. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que les gens qui vont sortir là cette année, j'ai pas trop de soucis pour eux. Ils vont trouver du boulot assez facilement. On manque même de gens, donc venez, nombreux.
Et puis quoi dire Ce qu'on peut peut-être souligner aussi pour le cinéma d'animation, c'est que depuis plusieurs années, il y a eu un retour sur le territoire national de la production qui était avant envoyée dans d'autres pays. Absolument. Et ça, il y a eu des aides. Pour Alors, ça, il y a eu des volontés politiques qui ont fait que ça a fonctionné. Les studios donc, ont rééquipé. On a rééquipé les studios en ressources humaines qualitatives sur des métiers qui étaient partis à l'étranger et le nombre de studios du coup a explosé, clairement. Et en effet, ça vient donc il y a une relocalisation des compétences qui a été faite en France par une politique du CNC notamment, des aides du CNC. Qui a vraiment ramené de la fabrication en France qu'on avait perdu au détriment de... Enfin voilà, ça partait clairement en Asie. Et comme ça suit un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de productions, donc les productions qui marchent, les productions qui fonctionnent, qui sont rentables, c'est des productions qualitatives. Donc pour ça, on veut des gens, des artistes qui soient de haute qualité professionnelle. Et pour ça, c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir de super écoles, Émile Coll en tête évidemment, mais de très bonnes formations, enviées et connues dans le monde entier, et de pouvoir récupérer ces artistes-là et les faire bosser sur nos productions, c'est une vraie chance, et donc pour le secteur et pour sortir des projets de qualité. Juste un autre truc, c'était par rapport à la formation, de ce que disait Marc tout à l'heure, sur le fait qu'Émile Coll ne forme pas uniquement des réalisateurs. Évidemment, c'est le cas. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'un bon technicien, un bon artiste, c'est quelqu'un qui va connaître l'environnement dans lequel il travaille. Je m'explique. L'animation, c'est une industrie. Donc, il y a un pipeline qui est établi, c'est-à-dire il y a une chaîne. Le plan le projet part d'abord d'un scénario, d'abord d'une idée, d'un concept. Il va passer dans plein de petits tubes qui vont faire qu'à la fin, ça va être un film ou une série à la télévision. C'est une compétence primordiale et qu'on reconnaît aux élèves sortant d'Émile Coll, c'est la connaissance du pipeline. C'est-à-dire qu'on peut être un maillon de la chaîne qui va faire qu'à chaque étape, notre but en tant que réalisateur, en tant que studio, en tant de gens travaillant dans l'animation, c'est qu'à chaque étape, on monte d'un cran. C'est-à-dire que le projet, le produit passe d'une étape à l'autre, et à chaque fois qu'il sort d'une étape, il est de mieux en mieux. Donc ça, c'est un gage de qualité, c'est ce qu'on s'efforce de trouver à chaque fois. C'est important, en tant qu'artiste, en tant que technicien, de connaître l'étape d'avant et de connaître l'étape d'après. Ça permet d'anticiper les problèmes, de bien préparer le travail et d'avoir une hygiène de travail cohérente et propre pour que celui qui est après nous va faire son métier et il ne va pas juste éponger tous les problèmes qui ont été laissés derrière. Donc ça, c'est aussi un des plus de la formation à Émile Coll, et le fait de faire un film seul, encore une fois, c'est qu'ils sont passés par toutes ces étapes et ils ont bien vu que si mon décor, je ne l'ai pas bien préparé ou je n'ai pas bien découpé les choses, etc., au moment du compositing, c'est moi qui vais devoir tout redécouper et tout refaire. Et voilà. Et donc le temps que j'ai pensé économiser à cette étape-là, je prends 2 fois plus de temps en fin de pipeline pour rattraper mon laxisme. Voilà. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Merci. En édition, quand même, je pense que ça serait intéressant aussi de dire un mot sur comment ça se passe dans le contexte. Alors en édition, je crois que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que le Covid a quand même... bénéficier aussi, le monde de l'édition se porte bien. Tous les éditeurs sont prêts à dire qu'effectivement, malgré les fermetures des librairies dans le premier confinement, les Français en règle générale, et donc le monde un petit peu, a pris le temps d'aller chercher des livres et d'en acheter beaucoup. Donc du coup, effectivement, les éditeurs n'ont pas été forcément impactés. Le monde de l'édition se porte finalement assez bien dans les ventes. Voilà. Simplement, effectivement, c'est un petit peu comme les deux autres médiums. À Émile Coll, quand on dit qu'on forme un illustrateur au monde de l'édition,
on va aussi le former au fait qu'il n'est pas tout seul, justement, et que si lui fait une illustration qui est de mauvaise qualité, qui est mal cadrée, etc., il va empêcher toute la chaîne du livre de se faire. Voilà, donc bon, je n'irai pas plus loin parce que mes collègues ont pris beaucoup de temps. J'adore. On va faire un mini-page en fin de live. Non mais voilà, et autrement, le fait de sortir, de toute façon, en édition, il faut plus de gestation peut-être. Et ça, c'est quand même malgré tout un point sur lequel on n'a pas le droit de dire autrement. Voilà, c'est qu'un éditeur va prendre quelqu'un parce qu'il le sent mûr, mature, ou va oser le prendre parce qu'il sent qu'il y a un devenir et que même si la technique n'est pas forcément rodée, il y a vraiment quelque chose, une personnalité dessous et une présence. Il y a des illustrateurs qui vont sortir et qui vont tout de suite sortir avec des contrats, d'autres qui vont devoir attendre, mais voilà, ce métier-là est peut-être différent dans sa structuration et puis dans le côté professionnalisant. Voilà. Très bien. Il va nous rester à peu près 5 minutes. Juste, quand même, moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que finalement, le monde de l'image, il se porte bien. Et donc, ça confirme, hein, de toute façon, on a l'habitude de le dire à l'école, on est dans un monde de l'image, donc on est dans une consommation. Tu parlais d'industrie, mais on peut aussi parler de consommation, Netflix, Disney, etc. Et c'est plutôt bien pour nous, pour les étudiants. Et ça nécessite, par contre, de raconter des choses avec du sens. De raconter des choses qui doivent porter parfois un message, qui soit fictionnel ou non fictionnel, qui évidemment répond à une cible. Hein. On ne dit pas la même chose pour des enfants de 3 ans et pour du cinéma d'animation adulte ou du jeu ou de l'édition, mais en tout cas, c'est plutôt rassurant. Merci, tant mieux. Et je ne sais pas, Aymeric, peut-être que tu veux dire un petit mot ? Oui, je vais ajouter à ces excellentes interventions le fait qu'on prépare un métier à l'école dans ces 2 années, mais on ouvre aussi beaucoup de portes. Il y a un aspect recherche qu'il ne faut pas non plus mettre sous silence, puisqu'il est important. Nos étudiants, ils explorent tout un tas de pistes. Une école, c'est aussi un endroit où on peut expérimenter. On peut apprendre, on doit expérimenter même, on doit tenter les choses, comme le disait Marc, et on a effectivement des structures à l'école, on a un centre de recherche, on a des cycles de conférences, on a un pont avec une université qui a un diplôme d'université d'anthropologie et d'image numérique qui existe depuis le début des années 90, c'est pas quelque chose qui est très récent, hein. Et ces choses-là, elles sont importantes parce qu'en réalité, c'est aussi dans ces écoles-là, ou dans la nôtre en particulier, que des séries de type, alors je ne veux pas être trop technique, mais animation temps réel, qui sont des nouvelles manières de produire du film d'animation et de la série. La première série a été écrite et réalisée par un ancien étudiant de l'école qui s'appelle Michael Bolufer. C'est la série Monsieur Carton, et c'est aussi dans des écoles qu'on va explorer ces pistes-là, et en 4e, 5e année, il y a tout ce volet-là qui est sous-jacent, qui est presque en fil conducteur sur ces 2 années et demie avec le stage. Il me semblait important de souligner ça en conclusion pour ma part. Souligne. Tu fais bien de souligner. Merci Isabelle, merci Florian, merci Marc. Merci à l'école et aux équipes. On va clôturer ce live. Il y en a un autre qui va commencer dans peu de temps autour du storyboard. On aura le plaisir d'accueillir également Florian Touret, qui est ici présent, Quentin Aubrecht, Alexandre Maubaret. Et voilà, merci à vous. Merci. Bonne soirée et à bientôt. 3, 2, 1...